Bonjour à tous, j'aurais préféré être avec vous aujourd'hui. Mon agenda en a décidé autrement. Vous avez eu une belle présentation, un beau début de matinée, un paysage sur les menaces et l'environnement cyber criminel, et l'écosystème cyber. Je vous propose de passer maintenant à un cadre un petit peu plus large, cyber et géopolitique, et voyons ensemble comment ces éléments, notamment géopolitiques, influent sur nous, à la fois comme particulier, mais également et surtout comme entreprise, et surtout comme entreprise, quelle que soit notre taille. Parce que la géopolitique ne touche pas que les grandes entreprises et ou les entreprises liées à l'armement. Il y a une phrase que j'ai entendue au Paris Cyber Summit, c'est: l'absence de guerre ne signifie pas la paix, et surtout en prenant en considération l'angle cyber. Cette phrase qui a été prononcée donc en mode Chatham House, ça veut dire qu'on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un, résume bien le contexte aujourd'hui, qui est double à la fois dans la cybercriminalité, mais également et bien entendu dans les actions menées par les groupes alignés avec les États que l'on appelle APT, Advanced Persistent Threats. Et ce sont ces groupes que je vous propose de voir pour commencer, ces groupes qui sont motivés non pas par l'argent, mais par le sabotage, l'espionnage ou encore la déstabilisation. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je vais vous donner juste un petit exemple. C'est un exemple de différents groupes qui sont alignés avec la Corée du Nord, et ces groupes ont pour objectif de embaucher des personnes, soi-disant des développeurs, pour les faire travailler, notamment chez Meta, dans l'exemple que l'on a, un Deceptive Development, qui est une recherche que l'on a menée et qui est disponible sur notre blog, We Live Security, mais également de se faire embaucher comme IT worker à distance, donc administrateur système, administrateur réseau, au sein d'entités occidentales. On a vu ça tout d'abord aux États-Unis, mais également en Europe. Et donc, ces groupes vont utiliser notamment l'intelligence artificielle pour passer des entretiens à distance et utiliser la technique de face swap pour modifier leur apparence et la faire correspondre aux identités qu'ils ont volées, des identités de personnes tout à fait légitimes qui vont passer un certain nombre de screening en anglais, donc de recherche, de vérification pour savoir s'ils sont aptes à travailler, s'ils ont une existence légale. Alors, ça peut sembler évident quand on sait ce que font ces cybercriminels, mais bon, d'une manière générale, on va vérifier le numéro de sécu, on va vérifier tout un tas d'informations, voire pour certains postes, demander des casiers judiciaires. Eh bien, ce sont ces usurpations d'identité qui sont mis en place par ces cybercriminels et qui vont, bien entendu, pour les rendre les plus crédibles, aller jusqu'à la modification de leur apparence lors des entretiens en visio. Et puis d'un autre côté, ce que l'on a vu, ce sont des attaques qui visent des développeurs, donc des personnes qui travaillent dans des sociétés, on va dire plutôt sensibles, mais pas que, des sociétés qui sont dans la BITD, la base industrielle technologique de défense, en particulier en France, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on a un exemple qui s'est produit en Espagne, donc dans ce secteur-là, d'un développeur qui croyait discuter avec un recruteur de Meta. Bien entendu, ce développeur, on ne va pas lui reprocher, avait mis un certain nombre d'informations sur son profil réseau social professionnel et LinkedIn. Grâce à ça, les cybercriminels savaient exactement où aller chercher, je dirais, l'attrait pour le job qu'ils allaient soi-disant lui proposer. Et au fil des discussions, assez amicales d'ailleurs, eh bien, ils lui ont à la fin proposé un test de code, et ce test de code n'était ni plus ni moins qu'un logiciel malveillant, plutôt bien caché, parce que quand ils ont envoyé le soi-disant logiciel qui permet de faire les tests de code, celui-ci n'a pas fonctionné. Et on dit: ah bah oui, comme d'habitude, bon, c'est un problème de lecteur, donc voici un petit exécutable qui va te permettre de mettre à jour et puis de pouvoir accéder à ce document. Et là, insertion dans le système d'information de l'entreprise et cyberespionnage. De l'autre côté, alors il y a énormément à dire hein, sur les actions menées par les groupes en termes de géopolitique, à la fois donc d'espionnage, comme on vient de le voir, de sabotage, mais également de désinformation. Bon, pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vous invite à vous connecter à notre blog We Live Security, ou à nous suivre sur à la fois la chaîne YouTube et ou sur la chaîne Webikeo. On a un certain nombre de présentations qui vont reprendre tous ces éléments-là. Et puis de l'autre côté, on a des professionnels qui sont motivés par l'argent, cette fois-ci, l'appât du gain, et qui vont mener des opérations. Alors bien entendu, les plus connus sont les éditeurs de rançongiciels,
Et ces éditeurs de rançongiciels, eh bien, vont avoir une activité assez soutenue, organisée, très bien organisée, et vont, taper un maximum, tamponner un maximum de cibles. La première chose qu'on peut se demander, c'est, est-ce que ces acteurs, sont, vraiment, impunis? Ben, la réponse est non et on en a ici, la parfaite illustration qui est sous le nom de l'opération Endgame, qui est une opération mondiale, qui a été majoritairement menée par, Eurojust, Europol, mais en France, on a eu l'OFAC, on a eu un certain nombre d'autorités qui ont participé et des acteurs, également privés tels que nous, tels que Microsoft. Et c'est cette menace, alors je ne zoome que sur une menace, hein, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne zoome que sur cette menace-là parce que c'est une menace qui est vraiment extrêmement importante. Les infostealers, l'économie, j'ai envie de dire, des infostealers est quelque chose qui est extrêmement structuré, extrêmement lucratif également. Aux dernières arrestations, on a vu que il y avait 21,2 millions d'euros en crypto-monnaie qui ont été saisis. Donc si on se demandait si c'était rentable, eh bien, la réponse est oui. C'est une activité qui est assez rentable, alors qui est également punie par la loi et contre laquelle, avec laquelle on peut partir en prison. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une bonne activité. Et donc, cette activité cybercriminelle liée aux infostealers a été perturbée, voire démantelée plusieurs fois. Je me souviens par exemple de cette opération menée en 2024 qui a visé Redline Stealer et Meta Stealer, vraiment deux grands pontes de la cybercriminalité, du vol d'informations. Le démantèlement est apparu aux alentours de novembre, octobre-novembre, et entre le 1er janvier et octobre-novembre, ils avaient déjà volé plus de 200 millions de logins mots de passe dans des machines. Alors, ce sont des logiciels qui sont extrêmement furtifs, qui sont très très fréquemment mis à jour, et ces logiciels eh bien, vont voler les identifiants, bien entendu si on les laisse en clair hein, sur les machines, notamment dans des fichiers de texte ou dans des fichiers de type tableur, mais également si on les stocke dans les navigateurs. Donc, la première recommandation, c'est gestionnaire de mots de passe. Certes, c'est pas inviolable, mais en tout cas, c'est beaucoup plus solide que de laisser ça dans ces navigateurs ou sur des fichiers en clair. Et donc, ces différents logiciels voleurs d'informations sont extrêmement bien structurés. Vous avez des éditeurs qui vont proposer des centres de contrôle, hein, un peu comme nous, on a des consoles d'administration. Dans ces consoles, vous allez pouvoir créer des nouvelles versions des différents logiciels malveillants. Alors, ça coûte à peu près entre 200 et 1000 dollars par mois. Et puis, avec ces nouvelles versions, eh bien, vous allez faire différentes actions, notamment acheter des publicités avec des cartes bancaires volées, et puis pousser les téléchargements de ces infostealers, utiliser des captchas également, des faux captchas, des faux sites. Enfin bon, il y a tout un tas de vecteurs qui vont permettre d'envoyer ces différents infostealers chez les victimes. Et face à ces deux catégories, hein, APT, e-crime, et bien entendu, l'Europe a souhaité protéger les entités qui sont en Europe, le tissu économique qui fait qu'on fonctionne et qu'on est résilient. Eh bien, grâce à ça, il y a NIS 1 qui a été créé il y a quelques années. Aujourd'hui, on a la version 2. Cette version 2 va apporter un certain nombre d'éléments, mais surtout toucher beaucoup plus d'entités. On parle d'à peu près de 15 000 entités en France. Il y a 7 domaines dans cette directive. EZ ne va pas tous les couvrir, mais on va couvrir, ou en tout cas participer à en couvrir un certain nombre. Donc là, vous avez à gauche les domaines, gouvernance, analyse de risque. Bon, ce n'est pas forcément là où EZ va pouvoir apporter des solutions. Par contre, dans la cartographie, dans la gestion des tiers, dans la protection, dans la détection et dans la gestion des incidents, forcément, là, à la fois grâce à la console et aux outils de protection, eh bien, on va pouvoir accompagner les clients, vous accompagner et accompagner les clients vers plus de cybersécurité. Donc pareil, le temps est assez compté, je ne rentre pas dans le détail. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, on a fait un certain nombre de présentations, web séminaires, que ce soit avec une avocate ou avec Grégory Ezrati, où on rentre dans le détail à la fois d'un contexte de NIS 2 et puis dans un contexte de solutions EZ et comment ces solutions vont vous permettre d'apporter des réponses vis-à-vis de la conformité d'une manière générale, parce qu'on parle de NIS 2, c'est actuel, mais ça fait des années qu'il y a le RGPD et qu'il faut être conforme au RGPD, comme il va demain falloir être conforme à NIS 2. Et petit détail sur NIS 2, si on veut une grille de lecture au-delà des 7 domaines que l'on a vus,
Si on veut une grille de lecture, eh bien moi je dirais qu'il y en a une qui est assez simple, c'est prédire, prévenir, détecter et répondre. Si on prend le problème sous ce prisme-là, eh bien on va pouvoir avoir une couverture maximale de ce qui est la défense en profondeur, une cybersécurité efficace. Et c'est là où EZ va effectivement pouvoir apporter différentes solutions. Ce que nous amène prédire, prévenir, détecter, répondre et conformité, eh bien c'est ce que vise NIS 2, c'est la résilience. Et c'est véritablement là que l'objectif est, c'est d'arriver à un maximum de résilience. On peut avoir une infiltration dans notre réseau, on peut avoir une fuite ou un début de fuite de données. Par contre, ce qu'il faut, c'est le détecter le plus vite possible, l'endiguer le plus vite possible, et puis surtout, s'il y a par exemple un rançongiciel ou une destruction d'informations, eh bien repartir le plus vite possible. Et c'est ça la résilience, et c'est là-dessus que NIS 2 va nous emmener face aux différentes tentatives d'ingérence, d'espionnage, de sabotage, voire d'attaques liées à l'appât du gain, comme on l'a vu juste avant. Autre point que j'ai le plaisir de vous présenter dans la foulée, c'est la façon, le positionnement des aides finalement dans cet écosystème cyber. Ça fait maintenant plus de 35 ans que l'on existe. Nous sommes bien entendu une technologie éprouvée, européenne. Cette technologie, le cœur est développé par nos laboratoires à Bratislava, au cœur de l'Europe. Nous maîtrisons ces technologies propriétaires depuis leur création. Ce sont des technologies qui sont hyper efficaces et surtout très légères. Le fait qu'on maîtrise celle-ci fait que depuis toutes ces années, on est passé de l'EPP à l'EDR, à la protection de différents éléments, vous le verrez dans la suite de cette présentation par mes collègues, sans pour autant venir alourdir l'empreinte système, qui est quelque chose qui est très important, et notamment en termes d'utilisation de l'IA, et je vais y revenir juste après. Premier éditeur européen, ça c'est vraiment important. Nous avons 11 laboratoires répartis à travers le monde. Depuis 1997, nous utilisons l'intelligence artificielle au sein à la fois de nos solutions et dans nos data centers. On n'appelait pas encore ça le cloud. Et puis je vous le disais, c'est important, nous sommes également un éditeur européen qui est régi par des lois qui nous sont communes, qui nous sont propres à l'Europe, des lois qui visent plutôt à promouvoir la protection de l'utilisateur plutôt que la mise en avant à tout prix de champions technologiques, comme on peut le voir dans d'autres régions du monde. Et fier d'être européen, français, en tout cas pour nous, de participer à cet écosystème. EZ a notamment participé à une création d'intelligence artificielle plus éthique, moins gourmande également en ressources. On a doté cette fondation d'un montant de 3 millions d'euros pour les aider à travailler sur une meilleure intelligence artificielle. J'ai moi-même participé à différentes sessions, notamment à l'IHEDN, donc l'Institut national des études de défense, l'école de guerre et économique. Et puis, je participe plus proche de vous. J'espère que vous êtes venus me voir et ou que vous viendrez me voir la prochaine fois sur IT Partner à différents débats ou campagnes de sensibilisation. On partage ce type d'informations, mais condensées. Je le disais, ce qui fait notre différence, c'est bien entendu cette participation à l'écosystème, cette appartenance à l'écosystème, la valorisation de nos prestataires informatiques, nos partenaires depuis toutes ces années, avec qui j'ai été en contact et avec qui j'ai toujours plaisir à être en contact. Je vous remercie d'être là et je salue ceux que je connais personnellement. On a aussi une caractéristique technique. Cette caractéristique technique, c'est d'être hyper léger, hyper efficace, très peu présent, sensible par l'utilisateur. On se souvient de toutes ces années où les utilisateurs grognaient sur ce qu'on appelait avant les antivirus. Ce temps-là est révolu. Alors, bon, j'ai fait une table ronde avec les pompiers de Paris il n'y a pas longtemps. Maintenant, les utilisateurs et ou la DSI, s'ils ne se plaignent plus de l'antivirus, ils vont se plaindre de l'EDR. Mais bon, il faut bien trouver un coupable. Alors bon, le Frédéric des pompiers de Paris a trouvé une bonne solution. Il dit ok, bah, apporte-moi des preuves et puis bon, on va régler l'EDR. L'avantage, c'est qu'on peut faire les règles qui sont nécessaires. Cette technologie est reconnue par de nombreux
experts, cabinets indépendants. Vous avez ici, je ne vais pas tous les citer, mais c'est important. Et finalement, le plus important, c'est votre présence aujourd'hui, votre connaissance du produit qui fait que vous allez pouvoir l'adapter à chacune des situations chez les clients, même s'il est par défaut très bien configuré et très peu gourmand. Mais vous, en connaissant et en étant proche du client, vous allez pouvoir encore mieux l'adapter et faire en sorte que celui-ci soit efficace et transparent. Et pour avancer sur finalement cet écosystème et toucher quelque chose qui est, on le sait, assez tendance, c'est bien entendu l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, je dirais encore plus que les réseaux sociaux en leur temps, on marque un véritable bouleversement dans notre société. Imaginez, pour Facebook, il a fallu à peu près 300 jours pour atteindre le million d'utilisateurs. Pour ChatGPT, OpenAI, il a fallu 5 jours pour atteindre ce fameux million d'utilisateurs. Et c'est là où l'intelligence artificielle est effectivement une révolution, mais en même temps, pour vous et pour nous qui connaissons l'informatique depuis longtemps, les LLM le sont bien entendu, mais en fait ça fait quand même un bon moment qu'on utilise cette intelligence artificielle. Je vous le disais tout à l'heure, 1997, une version qui est intégrée dans nos solutions et dans notre cloud, qui est donc partiellement invisible, parce qu'il y a un paramètre quand même qui nous permet de régler l'agressivité de cette intelligence artificielle. Et puis au fur et à mesure de son évolution, et bien notamment à partir de 2020-2021, l'arrivée des transformers, donc ce qui permet de faire notamment les LLM que l'on connaît aujourd'hui, eh bien ça nous permet de modifier la façon dont cette intelligence artificielle va fonctionner au sein de nos solutions. Et notamment, on va la rendre accessible à la fois pour une analyse sur la cyber threat intelligence, c'est-à-dire le renseignement sur la menace qui fait notre force, et puis aussi au sein des solutions, notamment comme des solutions EDR. Mais revenons à la base de cette intelligence artificielle et son fonctionnement. Et c'est un rêve que certains ont touché du doigt avec plus ou moins de succès, que l'on vit aujourd'hui, c'est l'alliance du matériel et du logiciel. L'intelligence artificielle pour une meilleure détection. Si bien entendu, depuis longtemps, on utilise l'intelligence artificielle sur des plateformes comme celle d'Intel, avec le GPU, avec le CPU, on va faire fonctionner les modèles que l'on met sur les différents systèmes, mais il y a toujours des limites, parce que l'objectif, c'est bien entendu de ne pas venir plomber la machine. Et il y a quelque chose qui change et qui permet d'aller plus loin, eh bien, c'est l'évolution de la plateforme Intel, notamment avec les Neuronal Processing Unit, donc les processeurs neuronaux que l'on trouve maintenant à disposition sur les nouvelles plateformes Intel. Et en partenariat avec Intel, un partenariat qui est assez fort, eh bien, on va réussir à faire en sorte de jouer à la fois plus et mieux de modèles d'intelligence artificielle sur la plateforme en local, ce qui veut dire une meilleure réactivité, avec toujours le challenge de ne pas occuper trop d'espace mémoire, de ne pas utiliser trop de CPU, et puis surtout de détecter le plus vite possible pour arrêter le plus vite possible les différentes menaces. Pour autant, on le sait, au plus le modèle, j'aime pas trop le terme, mais est intelligent, au plus il aura un nombre de paramètres élevé et au plus il va occuper de la place. Et c'est pour ça que, bien entendu, quand on est dans des environnements contraints, je vous parlais des pompiers de Paris tout à l'heure, mais on protège également la gendarmerie nationale, on protège la CNIL, on protège cybermalveillance. Chez ces clients-là, il y a une volonté de souveraineté, tout à fait compréhensible, et puis des contraintes techniques qui font qu'il y a assez peu d'ouverture vers l'extérieur, en tout cas sur des solutions de ce type-là. Mais pour tous les autres, eh bien, moi, je vous invite quand même à utiliser le cloud qui est chez nous parce que c'est une ressource quasiment illimitée et cette ressource va permettre d'avoir une détection vraiment extrêmement rapide et efficace de toutes les menaces. Donc n'hésitez pas à activer et à utiliser ces technologies cloud. Voilà très rapidement à quoi ressemble la technologie LLM, le chatbot que l'on peut avoir dans notre EDR. Donc on va pouvoir lui poser des questions, lui demander qui est le patient zéro, quels sont les éléments qu'il a découverts et qui lui permettent de savoir qu'il y a une attaque. Et tout ça, non pas en lisant des logs, mais bien en discutant avec un chatbot qui est vraiment très pratique. Et de l'autre côté, pour résumer, on a ici l'écosystème EZ avec la partie service à gauche, avec à droite les différents éléments de protection. Bien entendu, les consoles qui sont au milieu, qui discutent entre elles. Le PP et l'EDR sont conjoints, nécessaires. Et puis au-dessus, ce qui fait vraiment la force des Z, c'est cette cyber threat intelligence et cette utilisation de l'intelligence artificielle
accompagner, bien entendu, piloter et qui permet d'augmenter des ressources humaines, que vous êtes sur le terrain, que nous sommes à vos côtés et bien entendu dans les laboratoires afin de mener toutes ces détections et cette protection de haut niveau. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je salue mes collègues et je vous dis à tous à très bientôt.